Salut à tous, bienvenue sur Merci on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une actrice exceptionnelle dont le talent a marqué aussi bien le cinéma, la télévision que le théâtre. Juliette Lambolet, bonjour. Bonjour, Bonjour merci. Juliette. Comment vas-tu déjà? Bah, ça va super, écoute, ouais. Très heureuse de faire ce podcast et merci pour l'invitation. Bah ouais, non, merci à toi, c'est vraiment un honneur de t'avoir. Ma première Merci. question, ça serait pour toi, si tu étais un mois de l'année, lequel tu serais et pourquoi? Oh, c'est une bonne question. Écoute, là, instinctivement, je dirais avril, mais parce que c'est mon mois d'anniversaire, donc évidemment, c'est facile. Euh, mais je pense que ça me paraît assez, ça me paraît pas mal, ouais, le printemps, la renaissance, l'ouverture, ouais. Je pense que ça me paraît pas mal. Avril, Avril, ok, d'accord, on va pour ouais. avril. Maintenant, pour donner un contexte à nos auditeurs, si tu nous racontais un petit peu comment toi t'es rentré dans le cinéma, qu'est-ce qui t'a inspiré à faire ce domaine? En fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai grandi à Paris et, euh, et en fait, quand j'ai eu 8 ans, non, 6 ans, pardon, on est allé voir avec mes parents un film qui s'appelait Les Visiteurs à l'époque. Ouais, Et, Jean Reno, Christian et, Clavier. exactement. Et en fait, et je me souviens ce qui m'avait marqué en tant que petite fille, c'est que on était dans une grande salle et il y avait une centaine de personnes qui se sont mises à rire en même temps. Et je me suis dit, mais qui sont ces personnes derrière la toile? Je pensais qu'il y avait des gens, tu sais, qui jouaient derrière directement. Et je crois que ça a été ça l'élément marquant. C'est vraiment d'entendre toutes ces personnes rire en même temps et avoir une émotion générale, quoi, tu vois. Donc ça a commencé comme ça. C'est juste que je me suis dit, tiens, quelle est cette activité qui fait rire les gens? Et après, j'ai commencé des cours de théâtre quand j'étais petite. Et après, j'ai eu la chance d'être, de rentrer dans une agence de casting pour les enfants. Et j'ai commencé à faire des castings. Et après, c'est comme ça que ta carrière est partie. Ouais, en gros, j'ai rencontré une agent qui s'appelait Laurence Couder, qui s'occupait des enfants à l'époque, qui était Mhm. assez connue, qui exerce toujours aujourd'hui. Et qui était assez forte pour repérer les enfants assez jeunes. Et, euh, et ouais, j'ai travaillé avec elle pendant 10 ans. Et c'est grâce à elle que j'ai vraiment commencé. Et que tu vois, j'ai commencé les films, les séries, le cinéma, les premiers castings, c'était avec elle en tout cas. D'accord. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse un retour vers le futur et que tu nous ramènes vers l'un de tes premières expériences au cinéma, c'est dans Le Parc des Loups en Oui. 2001. Tu peux nous en parler un peu comment ça s'est passé, comment t'es arrivé déjà dedans, comment t'as atterri? Euh, ouais, expérience incroyable. Écoute, j'avais 10 ans à l'époque. Oh wow. Ouais, ouais, c'est fou quand il pense. Et en fait, bah, j'ai passé un casting aussi, pareil, tout simplement. Et, et puis j'ai été prise pour jouer dans ce film. Et c'était une expérience incroyable parce que j'avais déjà un petit peu joué avant, euh, mais évidemment dans des films un peu plus petits, avec moins de budget, etc. Et là, ça faisait partie à l'époque, en tout cas, d'un des gros films événements, tu vois, de cette période-là. Et, Mhm. et c'était dingue. Bon, je réalisais pas du tout, mais en fait, avec le recul, je me rends compte qu'il y avait quand même Vincent Cassel, Monica Bellucci, enfin, Bien tu vois, sûr, oui. Un et casting énorme, international. Oui, oui. international, énormément de budget. Et je me souviens que j'étais fascinée par même les décors. Enfin, on tournait tout en studio, etc. C'était assez dingue comme expérience. Je sais même pas si aujourd'hui, on pourrait refaire ce genre de film avec autant de budget. Ouais, non. C'était assez ambitieux comme film. Ouais, non, c'est un film qui a fait plus de 70 millions de dollars au box-office, donc c'était quelque chose, ouais. Ah ouais! Ah waouh, je savais pas. Euh, Incroyable. mais Ouais. du coup, toi, quoi, mais je sais que tu étais jeune, est-ce que tu avais eu l'occasion quand même de rencontrer Vincent ou de croiser Monica ou toutes les autres ça? Ouais, en fait, oui, mais c'est ça qui était dingue, c'est qu'évidemment, moi, je réalisais pas du tout tu vois, qui étaient ces personnes. En Mhm. plus, bon, ils étaient quand même beaucoup plus jeunes, mais ils étaient déjà très connus. Euh, et oui, oui, bien sûr, bah, justement, Monica Bellucci m'avait un peu pris sous son aile. Je crois, quelque part dans mon album photo, je dois avoir des photos, tu sais, de moi enfant avec Monica Bellucci, qui n'arrive pas du tout ce qui se passe, mais Euh, oui, oui, et je me souviens qu'il y avait Marc Dacascos aussi, Bien sûr, oui, oui, qui oui. est et qui, lui, pour le coup, m'a vraiment accompagné pendant le tournage.
Et puis, tu sais, quand t'es enfant, en fait, t'as soit tes parents, soit un tuteur qui te Bien suit. sûr, Donc, il y avait ouais, ma ouais. mère qui était sur le tournage. Je pense que c'est elle qui hallucinait plus que, plus que moi. Toi, t'étais encore jeune pour réaliser tout ça, en fait. Ouais, c'est ça. Mais bon, j'ai quand même réalisé la chance que j'avais de me retrouver dans ce B- projet. Bien sûr, oui. Est-ce que tu dirais que ça fait partie d'un de tes rôles les plus marquants dans ta carrière jusqu'à présent ou t'en as eu d'autres, en fait? Non, je pense qu'en fait, ça a été le premier gros film dans lequel j'ai joué. Mhm. Et je pense que j'ai eu beaucoup de chance de faire ça enfant. Après, non, il y a eu plusieurs autres films moi, m'ont marqué. Ouais, C'est, comme. il y a eu un film, il y a eu 15 ans et demi avec Daniel Auteuil, Bien sûr, oui. qui est un film que j'ai fait quand j'avais 18 ans. Et, là, pour le coup, c'était voilà, la relation père-fille, et puis une comédie complètement déjantée, mais où il y avait François Damiens, pareil, il y avait un casting de dingue, Alain Chabat, Daniel Auteuil, Mhm. Benjamin Sixou, Elise Moon. C'était un peu la crème de la crème de la comédie un peu décalée, déjantée. Et ça, c'était une expérience incroyable, surtout qu'on a eu la chance d'aller, enfin, moi, j'ai eu la chance de faire partie des révélations des Césars grâce à Bien ce sûr, film. en Donc, 2009, ouais. ouais, donc pour moi, ça a été vraiment, ce film-là, ça a été vraiment un film très marquant. Mhm. Euh, mais, et puis après, oui, il y en a eu d'autres avant et après qui m'ont marqué. Notamment un film, moi, que j'ai adoré faire, avec Sandrine Bonner. Mhm. Enfin, j'en ai fait deux avec Sandrine Bonner que j'ai adoré. Un film qui s'appelait Ce soir-là et les jours d'après sur les attentats du Bataclan. Et, enfin, en tout cas, j'avais pris énormément de plaisir à jouer mon personnage parce que c'était une jeune urgentiste qui commençait le métier et qui, le premier jour des urgences, arrive sur les attentats du Bataclan et qui, du coup, développe une sorte de colère et de froideur, Mhm. qui n'a plus du tout d'émotion, etc. Là, c'était assez dingue à jouer, assez intéressant. Et puis, ouais, un autre qui s'appelait Le procès de Bobigny sur le procès qui a donné lieu à la loi en faveur de l'avortement en France. Mhm. Donc ça, j'ai trouvé ça assez fort aussi Mhm. à jouer. Ça me permet de rebondir. Tout à l'heure, tu parlais des révélations de César en 2009. Qu'est-ce que ça Ouais. signifie pour toi et quel impact ça a eu en fait sur ta carrière? Alors, en fait, c'était assez dingue, déjà comme événement. Bien sûr. C'est-à-dire que, évidemment, quand on commence à jouer, on a toujours un peu dans un coin de sa tête une envie d'un jour avoir un César ou de se retrouver au Festival de Cannes, évidemment. Mhm. C'est très mentir que de dire que non. Et là, c'est juste que quand ça devient réel, c'est vraiment autre chose en fait. C'est dingue Je me souviens de de l'appel. J'ai eu un appel, justement, de Laurence Couder, de mon agent là, dont je parlais, Ouais. qui m'a appelé et qui m'a dit, bah voilà, tu fais partie des révélations des Césars. Et je me souviens évidemment de la joie et de l'excitation que j'avais eue, mais aussi de me dire, mais c'est vrai là, c'est réel. C'est-à-dire que je suis vraiment, je fais partie des Césars, quoi. Mhm. Euh, et puis c'est après révélation, on est une vingtaine, il me Bien sûr, semble. ouais. Oui. Donc en fait c'est juste une source de joie énorme de se dire que on fait partie d'une génération à un moment où c'est un petit coup de pouce du milieu qui dit ah tiens toi je t'ai repéré ou je t'ai bien aimé ou c'est juste un petit clin d'œil parce que c'est les professionnels qui votent donc c'est un Mhm. petit clin d'œil des professionnels et euh, et grâce à ça je sais pas si ça, moi ça concrètement, ça n'a pas changé ma vie, Mhm. mais je sais que ça a apporté d'autres projets, une autre vision aussi peut-être un autre regard du monde professionnel aussi Mhm. sur mon travail, sur ce que je fais. Et puis il y a aussi le fait de pouvoir rencontrer des réalisateurs ou des réalisatrices euh, qu'on admire. Moi, je Bien me souviens sûr, qu'à ouais. l'époque, j'étais venue avec Yann Kounen et il venait de faire 99 francs enfin, moi j'adorais ce réalisateur et j'adore toujours. Mhm. Et, euh, et voilà, donc ça ouvre des portes quand même, on va pas se C'est cacher. clair, ouais. Le téléphone sonne un peu plus, j'imagine. Un petit peu plus, ouais, carrément. Puis après, honnêtement, comme j'étais très jeune aussi, je pense que il y avait ce truc où je réalisais pas forcément. Et tant mieux, d'ailleurs, je pense. Il y avait un peu. C'est assez chouette, je trouve, d'être dans ce moment où les choses Mhm. arrivent. C'est une chance inouïe, honnêtement, on va pas se mentir. Et juste de prendre les choses telles qu'elles viennent et de dire, bah,
Dans une carrière, de toute façon, quelle qu'elle soit, il y a toujours des moments comme ça incroyables de fulgurance, des moments où c'est un peu plus plat et on peut en profiter pour se nourrir, pour nourrir ses personnages, etc. Et puis après, ça remonte. Enfin, il y a toujours des vagues, quoi. Donc là, c'était le haut de la vague et c'était vraiment chouette, quoi. Vraiment, vraiment intéressant. Tu parlais de réalisateurs et tout. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu peux décrire tes collaborations avec des réalisateurs ou réalisatrices comme Blandine Lenoir ou Julien Abraham, avec qui tu as déjà travaillé plus d'une fois? Oui. Alors, Blandine, on a fait Annie Colère ensemble. C'était très intéressant parce que elle est comédienne, Blandine, aussi, et je trouve que ça sent quand un cinéaste ou une cinéaste passe, une comédienne, pardon, passe devant la caméra, derrière la caméra. Je trouve que dans la direction d'acteur, ça se sent, et c'était très agréable. Après, c'était un film choral, donc il y avait plein de rôles. On jouait une sorte de chœur finalement de l'association. Donc c'était sur les lignes pareil 70 pour la loi pour l'avortement. Donc une super collaboration, et puis en plus on a les mêmes convictions féministes, et donc on se retrouvait vraiment sur des sujets sociaux et politiques. Donc ça peut jouer aussi quand on est dirigé. Je trouve que c'est important aussi d'avoir un lien humain avec la personne qui nous dirige. Et Julien, rien à voir. Enfin, rien à voir. Tout aussi bien, mais rien à voir dans le sens où, j'ai adoré jouer dans son film La Cité Rose. Du coup, c'était son premier long métrage. Si je ne me trompe pas, mais je crois que c'est ça. Oui, la Cité Rose aux côtés de Steve Tran. Oui, ouais. Oui. Et j'ai vu qu'il y avait une interview aussi Ouais, il avec était venu aussi, ouais. Ah ouais, Steve, il est super. Alors là, c'est pareil, c'était un souvenir incroyable. J'avais très envie de jouer dans ce film. Je me souviens que j'attendais le tournage avec impatience. J'étais hyper contente de le faire. Je trouvais que esthétiquement, il y avait vraiment une recherche. Je trouvais que c'était aussi à l'époque une autre vision de la banlieue, etc. Enfin, je trouvais que c'était hyper chouette. Et Julien, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que on commençait toujours par jouer la scène telle qu'elle était écrite, et ensuite on faisait toujours une prise d'intro. D'accord. Et je crois que c'est la première fois que je faisais ça avec un metteur en scène, avec un réalisateur, c'est-à-dire vraiment faire les choses un peu techniques, un peu droites, pour que la scène soit remplie, soit existe telle qu'elle. Et puis ensuite avoir cette liberté comme ça de se dire, ok, là la prise elle est pour nous, on fait ce qu'on veut. Et en fait, je sais que dans le film, il a gardé beaucoup de scènes d'impro, beaucoup de passages d'impro, etc. Et puis voilà, et après on s'est retrouvés sur les bracelets rouges et sur la télé, et c'est vrai que c'est toujours agréable de retrouver quelqu'un que vous connaissez. Bien sûr, ouais. Tout de suite, ça crée une intimité dans la relation, quoi, et dans la direction d'acteur. Si on parlait un peu des coulisses du casting, comment tu t'es retrouvé dans son projet La Cité Rose? T'en as entendu parler? Ton agent t'en a envoyé? Parle-nous un peu de ses préparations et tout. Alors, La Cité Rose, oui, en fait, j'en avais entendu parler. Enfin, c'était mon agent qui m'en avait parlé. Et c'était un peu particulier parce que c'était pas vraiment un casting, c'était plus une rencontre avec notamment Jimmy Laporal-Trésor, qui est devenu réalisateur maintenant depuis, et qui travaillait sur ce film et qui a coécrit le film. Et on a beaucoup travaillé ensemble les scènes, le personnage. Il y avait, on avait fait des scènes avec Ibrahima. On avait, en gros, il y avait tous les comédiens qui étaient réunis dans une salle, et on faisait plusieurs scènes avec les comédiens. Et donc, c'était une sorte de casting, mais il n'y avait pas de directeur de casting. Tu vois, c'était pas, c'était plus organique. C'était l'équipe qui faisait passer les essais, quoi. Et donc, comme ils ont écrit le projet, ils connaissaient exactement les personnages, ils connaissaient exactement l'histoire, et donc du coup c'était assez riche. Et c'est pour ça que je me suis retrouvée dessus. J'aime bien. Tu parlais d'Ibrahima Koma, c'est ça? Ouais. Son nom c'est Ibrahim. Ouais, mais tu l'as aussi retrouvé. Enfin, t'as travaillé avec son frère aussi, Duke, non? Oui. Ouais. c'est drôle que tu puisses travailler avec les deux frères quand même. Je sais même pas s'ils ont refait des projets ensemble avant ou après, mais en tout cas, il y avait les deux frères dans le même film. Ouais. Duke a coécrit d'ailleurs aussi le film avec Jimmy.
avec Jimmy et Julien, justement. Et, et ouais, bah, trop drôle de se retrouver avec les deux frères. Ouais. Et du coup, Ibrahim qui était mon copain et Duke. Et on n'était pas exactement dans les mêmes scènes parce que du coup, c'est pas vraiment les mêmes histoires. Mais ouais, on s'est retrouvés d'ailleurs après dans les bracelets. Les bracelets rouges, ouais, complètement, avec Duke. Et c'est chouette aussi ça moi ça j'adore pour le coup de retrouver des comédiens ou des comédiennes ou même évidemment des réalisateurs ou des réalisatrices sur plusieurs projets. On a vraiment l'impression de former une petite famille et c'est beaucoup plus simple et fluide après dans la direction d'acteurs, et dans les échanges. Enfin, forcément, ça crée une interaction humaine et c'est quand même le principal. Ouais, on parlait des bracelets rouges qui cartonnent sur TF1. Est-ce que ça quel impact ça a maintenant sur ta carrière en fait? Bah, ça, c'est vrai que ça marche énormément. Là, on vient de finir la dernière saison, donc là, ça s'arrête. Mais ça a duré 7 ans, donc c'était assez long. Il y a pas, enfin, il y a un impact dans le sens où forcément, du coup, on propose d'autres rôles, d'autres séries sur d'autres chaînes, d'autres projets. Je sais que ça ouvre des portes quand c'est toujours pareil, c'est quand tu joues dans quelque chose qui marche, forcément. Bien sûr, ouais. Ça ouvre un petit peu plus de portes et c'est plus facile, c'est sûr. Mais et puis c'est dingue aussi de prendre conscience du nombre de personnes qui ont vu cette série parce qu'on en parle très souvent. Et c'est vrai que je réalisais pas forcément, mais jusqu'au moment où en fait tu parles avec des gens et c'est vrai qu'on cite souvent les bracelets rouges, donc c'est très chouette, je trouve. Puis c'est l'adaptation d'une série à la base espagnole et je trouve que le sujet, enfin maintenant il y a d'autres séries qui en parlent, mais il y a 7 ans déjà, sans parler du handicap sur TF1, c'était assez courageux, donc chouette que ça marche. Tu dis les gens t'en parlent, est-ce que dans la rue encore on t'arrête, on te dit hey, c'est toi la fille dans les bracelets rouges? Ouais, franchement, alors peut-être dans la rue, mais ça m'est déjà arrivé, ouais, dans des cafés, dans des bars, mais attends, tu serais pas ouais, Valentine, là. Ah ouais? Oui, c'est vrai on l'a déjà dit, là, c'est vrai que c'est drôle, ça arrive, ouais, de temps en temps, oui, pour les bracelets rouges, pour 15 ans et demi aussi, il y a des moments où, encore aujourd'hui, on m'en parle, etc. Ah, ouais, ça arrive, c'est pas non plus tous les jours, ouais. mais ça peut arriver, ouais. Et comment toi tu vis ça un peu, quand le fait d'être un peu reconnu comme ça et tout, de pouvoir rencontrer les gens qui te regardent, le public, etc. Bah, en fait, je trouve ça toujours assez joyeux parce que je me rends compte que les personnes qui viennent, déjà, ça veut dire qu'elles ont vu le projet. C'est assez fou, ça veut dire qu'elles ont vu le film ou la série, donc on peut en parler. C'est toujours drôle de parler du personnage et de voir que en fait elle voit le personnage à travers moi alors que moi je suis juste venue boire un café et donc ça c'est assez drôle et puis c'est toujours plaisant parce qu'en général c'est que des gens hyper sympas et hyper agréables, donc c'est que du positif. Ouais, non, c'est que du positif. Je sais que ça peut, je pense qu'à un certain stade ça peut peut-être être oppressant, mais au mien, non, pas du tout. C'est que du positif, quoi. Super. Là, on arrive dans la partie de l'émission en fait où on raconte des anecdotes, c'est-à-dire des choses inattendues, hilarantes qui se seraient arrivées. Est-ce que tu peux nous en raconter une? Alors, attends, une anecdote un peu qui est arrivée et qui qui pourrait être inattendu, marrant ou qui t'a choqué ou qui t'a vraiment marqué en fait. J'en ai une qui me vient, mais je sais pas si c'est la meilleure anecdote, mais en fait, comme on parlait du pacte des loups, j'y ai pensé et je me suis dit, tiens, c'est drôle. J'en ai deux qui me viennent, en fait. Ok, tu peux raconter les deux. Je peux raconter les deux? Ouais. C'est des petites anecdotes, mais en gros, attends, je réfléchis si j'en ai d'autres. Je vais raconter déjà celle-là. En fait, sur le pacte des loups, on tournait, le tournage se passait en été. Mais l'histoire se passe en hiver et du coup on devait reconstituer la neige. Et ce que je savais pas, c'est qu'en fait la neige, la fausse neige, c'est des pelures de pommes de terre. Ah ouais, ok. Donc il y avait plein de pelures de pommes de terre. Alors c'est des flocons de pommes de terre, un peu comme de la purée mousseline en fait. La purée, oui, c'est ça. Partout. Sauf qu'après, pour que ça fasse réaliste, il fallait mettre des chèvres, il y avait des petites chèvres et oui, je pense que c'est ça,
des petites chèvres, des petites brebis, et sur la fausse neige. Et en fait, je me souviens que c'était hyper compliqué et c'était très drôle parce que, en fait, les chèvres mangeaient La neige. les pommes de terre. Ouais, Ouais, la c'est vrai. neige. Et du coup, elles mangeaient toute la neige et en fait, le temps qu'on tourne, etc., il y avait plus de neige, il fallait en remettre, etc. Et du coup, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, non, mais en fait, les chèvres et les brebis, ça mange des pommes de terre, ça mange la neige, quoi. Donc voilà. Donc du coup, ça c'était la toute. Je pense à ça parce que tu parlais du pacte des loups et du Elle coup, est pas mal. petite anecdote. Après, une autre anecdote aussi j'étais petite. Attends, non, attends, peut-être que j'en ai une autre. Attends. Ah, j'en ai une autre marrante. Vas-y, je t'écoute. En gros, dans 15 ans et demi, Mhm. le garçon qui est joué par Benjamin Tixou, à un moment donné, ils ont envisagé que ce soit François Civil. Ah ouais. Ouais. Et François, je crois, est parti sur un autre tournage. Il avait un autre film, donc il n'a pas pu le faire. Et donc, du coup, ils lui ont donné un tout petit rôle à la fin du film où il joue un dealer d'ecstasy, je crois. Il a genre juste une scène ou un truc comme ça. Et je me souviens que, enfin, on en avait parlé. Et il me dit, non, parce que j'ai juste une scène dans ce film et où on parle, mais François, le dealer à la fin. Il y a vraiment juste une toute petite C'est scène à la clair. fin. Et du coup, typiquement, François, pour le coup, on s'est suivi sur plusieurs projets aussi Ah, quand on était génial. plus jeunes. Et ouais, on a fait ça, on a fait nos résistances ensemble, de Romain Cogitor, et puis après d'autres choses. Et puis après, c'est devenu François. Et d'ailleurs, je me disais, lui, bah, il va cartonner, c'est sûr. Non, c'est Donc, je clair. suis trop contente. Il a commencé jeune en plus, pourtant. Bah ouais, on a commencé quasiment au même âge. Il y avait Pierre Ninet aussi, il a commencé à être jeune. En fait, on Mhm. avait à peu près tous le même âge à ce moment-là, ouais, quand on a commencé. Enfin voilà, c'est mes deux petites anecdotes. J'en ai d'autres peut-être pour revenir un peu plus marrantes parce que là, j'avoue que je fais pas Non, ouf, non, c'était pas mal. Le coup de mais la neige, bon. c'était pas mal. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de ton expérience de tournage à l'international. Si tu nous parles un peu du Rouge Brésil, comment ça s'est passé pour toi en fait? Alors oui, Rouge Brésil, c'était un film donc franco-brésilien. Mhm. Le réalisateur Sylvain Archambault était canadien, Mhm. québécois. Bah ça, c'était une expérience incroyable parce que du coup, on est parti, ça fait partie des films aussi marquants. Mhm. On est parti 2 ou 3 mois, je sais plus, au Brésil. Waouh, Euh, ouais, rien que ça, c'était dingue. c'est clair. Et, ouais, franchement. Et donc, c'est l'adaptation d'un prix Goncourt qui s'appelle Rouge Brésil. Et donc, on a tout tourné en anglais. Mhm. C'était assez dingue parce que du coup sur le tournage il y avait des personnes brésiliennes, des Brésiliens, des Brésiliennes, des Français, des Québécois, il y avait même un Suédois qui s'appelle Stellan Skarsgård qui est un immense acteur suédois qui joue dans un film américain qui avait un des rôles principaux. Enfin c'était vraiment un projet international pur quoi. Et donc c'était fou ce melting pot et ce mélange comme ça de nationalité, de langue, de culture, de manière de jouer, etc. Et ouais, ça c'était un tournage aussi incroyable. D'ailleurs, j'ai eu un coup de cœur moi sur le Brésil, à tel Mhm. point que je suis pas repartie. Je suis restée 1 an Ah ouais, carrément. après le tournage. Ouais, et ça c'est C'est- notre c'est- anecdote. Ça, c'est fou. Ouais, j'ai eu un vrai coup de cœur sur le Brésil et du coup je suis restée 1 an, Et habiter à Rio. et t'as pu vivre comme ça, normal. Ouais, bah, en fait, en réalité, je faisais quand même des allers-retours pour travailler, mais j'avais envie de. En fait, j'avais toujours voulu faire ça, je l'avais jamais fait. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est d'habiter à l'étranger qu'est-ce que ça fait en fait? Et j'ai trouvé ça très enrichissant d'ailleurs Non, non, d'habiter dans un autre pays, à l'autre bout c'est du monde. clair. Comment tu t'es préparé pour ce film? Parce que tu tournais quand même en anglais. Est-ce que tu avais une appréhension? Est-ce que toi, déjà, là, t'étais à l'aise avec la langue? Ça s'est passé comment? Alors, bah, j'ai de la chance parce que du coup, c'est vrai que j'ai appris l'anglais assez jeune, donc l'anglais ça allait. Par contre, je l'ai quand même beaucoup travaillé avec. Je me suis avec un coach Mhm. d'anglais Bien sûr. et je sais plus comment ça s'appelle, un dialect Un coach, je dialect crois. coach. Un dialect C'est coach. ça. Et du coup, j'ai vraiment bien travaillé avec, euh, avec un dialect coach donc ça a fait que je suis arrivée un petit peu plus sereine. Et puis il y avait aussi tout un travail parce que
En gros, enfin, en tout cas, dans mon personnage, ça se passe en 1550, donc au Moyen-Âge. Et ensuite, mon personnage donc, d'Européenne se mélange aux tribus indigènes qui sont sur place. Et donc, du coup, j'avais quelques mots après à apprendre dans le dialecte de la tribu. Bien sûr. Ça, c'était marrant à faire. Enfin, c'était intéressant. Et voilà. Du coup, je l'avais pas mal travaillé. Ouais. J'avais travaillé en amont en anglais. Ouais, j'ai vu quelques extraits. Ton accent est plutôt bien. Ah, tu l'avais vu en anglais, parce qu'après, Ouais. on a dû le redoubler en français pour que ça sorte en français. Et du coup, je pense qu'en France, maintenant, c'est quasiment en français, quoi. Alors que, bon, c'était en anglais à la base. Anglais et portugais. Si maintenant on parlait de tes performances théâtrales, comment tu fais, toi, la transition entre le cinéma et le théâtre? Au début de l'émission, tu me parlais que tu étais très féministe. Est-ce que c'était important pour toi de jouer dans les monologues du vagin de Eve Ensler? Je vois que t'as bien tout ça. Alors oui, pour moi, c'était assez important parce que c'est vrai que ça fait partie des classiques de la littérature féministe. Et c'est vrai que c'était assez fou parce que, pour être tout à fait honnête, j'en avais toujours entendu parler, je les avais jamais lus et je les ai lus pour jouer. Et j'ai trouvé ça très intéressant en fait d'enfin les lire et les interpréter. Bien sûr, ouais. Ouais, ça a été ma toute première. Enfin non, ça a été ma deuxième expérience théâtrale. Avant, j'avais joué dans une pièce d'Oscar Wilde qui s'appelait L'importance d'être constant. Mais c'est vrai que là, c'était différent parce que c'était donc des monologues. Et donc, il y avait aussi l'exercice de l'apprentissage du monologue et de jouer un monologue Bien sûr, ouais. face au public. Mais oui, et dans ma démarche féministe, en fait, ça fait partie aussi des questionnements que j'ai eu à ce moment-là, de me dire, en fait, j'ai envie de jouer aussi de plus en plus dans des projets qui ont un sens social, un sens politique, notamment féministe. Mais je sais que moi, c'est ce qui m'intéresse, et surtout, il y a des œuvres, moi, qui m'ont marqué et qui ont changé ma façon de voir le monde. Du coup, à moindre échelle et de façon plus, tu vois, humble, c'est vrai que je trouve que c'est important d'avoir des œuvres qui s'emparent un peu de sujets sociaux, quoi, et sociétaux. Est-ce que t'en avais t'avais un monologue préféré dans celui-là? Ah là là, ça date un peu, du coup, je me souviens plus exactement, mais dans mon souvenir, il y en avait un que j'adorais et qui était assez drôle et qui s'appelait, il me semble que c'était sur un mec qui s'appelait Georges. Et oui, Georges, oui. Je vois ça te dit quelque chose? Celui-là qui n'arrivait pas à donner l'orgasme à sa copine, un truc comme ça. Ouais, exactement. Exactement. Ah, c'est drôle. Et je me souviens qu'en fait, ça m'a marqué parce que je trouvais ça hyper cool à jouer. Non, moi, mon préféré, ça reste Mon vagin est en colère. Ah oui. Oh, est-ce que c'est celui où justement il y a toute l'histoire des sprays et des odeurs à mettre? Laissez mon vagin sentir comme le poisson, parce que voilà. Ouais. Ah oui. Moi, je le jouais pas. C'était quelqu'un d'autre qui le jouait, mais je trouvais ça hyper chouette. Oui, évidemment, il est super. Ouais, je suis d'accord. Si maintenant on parlait un peu de ton regard sur l'industrie, un peu, quel genre de défis on peut rencontrer dans une carrière et comment tu les surmontes généralement, toi? Oh, vaste question. Il y a beaucoup de défis dans une carrière. Raconte. Je pense que un des premiers défis, c'est drôle. Là, j'ai écouté ce matin une interview de la jeune comédienne qui joue dans L'amour ouf, qui va bientôt sortir. Bref, et elle disait que Adèle Exarchopoulos lui donnait des conseils, et notamment le fait d'être bien entourée. Ah oui, ok. Je pense que ça, ouais. Alors, tu vois, je me dis, je sais pas pourquoi je pense à ça en premier, parce que, en fait, j'ai l'impression que, avec le recul, je me dis que oui, c'est hyper important, en fait. Mais bon, dans la vie en général, mais je trouve que dans une carrière, en fait, tu vois, moi, typiquement, j'ai rencontré Laurence Couder, qui était ma première agent, qui a été une rencontre importante aussi parce que elle a su s'occuper des enfants, et c'était une rencontre importante parce que j'avais un bon entourage. Mon agent actuel, Ariel Neva, c'est pareil, c'est un pilier, tu vois. Et je pense que dans n'importe
quelle carrière, mais surtout une carrière artistique, je pense que c'est important de bien s'entourer amicalement, avec ta famille, etc. Évidemment, d'avoir des piliers comme ça, parce que c'est une carrière faite de haut et de bas, mais même les plus grands. Il y a toujours des moments où tu as des pics, et puis après, tu as des moments où ça redescend, des phénomènes de mode aussi, tout simplement. Il y a un moment, c'est comme tout. Enfin, il y a des modes de physique, il y a des modes de jeu, de type de jeu, il y a des modes d'âge. Voilà. Et je pense que ça, c'est important d'y être préparé et d'être armé, juste de savoir que c'est normal, quoi. Qu'en fait, le but, c'est évidemment d'être le petit bateau qui vogue là sur les vagues. Et puis, il y a des petits clapotis, puis il y a des moments où il y a des tempêtes, des moments où c'est le calme plat, des moments où il y a un super beau soleil et on peut bronzer tranquille sur le petit radeau et c'est top. Et voilà. Et c'est juste d'avoir conscience que c'est le chemin, quoi. C'est le chemin et de continuer à être passionné et à toujours essayer de creuser. Et ce que je disais au début, c'est dans le jeu et de travailler des textes et tout ça, mais je trouve que c'est aussi dans la vie, de voyager, de s'ouvrir à d'autres cultures, à d'autres manières de réfléchir, etc. Je trouve que ça fait partie du travail d'acteur, quoi. Bien sûr, oui. Tu sais, tu parlais de tempête, tout ça et tout. Comment toi tu vis les moments, par exemple, c'est le calme plat, le téléphone sonne pas, ou le moment où genre t'as raté un rôle, etc. Comment tu fais tout ça pour te remettre, en fait? Ouais, c'est une bonne question parce que alors moi je pense que les mots, pour moi c'est deux choses différentes, parce que les moments où c'est un peu le calme plat et tout ça, il y a eu des moments où c'était plus compliqué, il y a eu des moments un peu de vache maigre et tout ça, c'est normal. Mais c'est vrai que moi j'arrive à les gérer parce que j'ai développé d'autres passions. Par exemple, vraiment j'adore voyager et j'aime ces moments où je le prends comme un truc positif en me disant là j'ai pas de travail, là j'ai pas l'air d'avoir de tournage, c'est pas grave, je vais partir en voyage, je vais partir explorer, je vais écrire parce qu'il y a aussi ça, moi j'aime beaucoup écrire et j'ai envie de monter des projets. Donc du coup, c'est des moments aussi où je me dis tiens, ça m'inspire, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de réaliser, j'ai envie de ça me laisse le temps en fait de faire ça. Donc en fait, il faut le voir en positif, je pense. Et c'est compliqué, hein. Je dis pas que c'est facile, c'est évidemment l'idéal, mais en fait, des moments où on se dit là j'ai du temps et c'est quand même une chance de pouvoir faire ça, d'avoir le temps de voilà. Et puis après, sinon, d'être, je pense, toujours actif. Parce qu'il y a aussi je trouve une autre règle dans ce milieu, mais même dans tous les autres milieux, c'est que on peut avoir tendance peut-être à attendre que ça arrive, à attendre, alors que je pense que c'est important d'être dans une démarche d'action. Donc voilà, soit d'écrire, soit d'aller voir des films, de toujours se former, de voyager, d'aller rencontrer des gens, de dire aux gens dont on apprécie le travail, qu'on apprécie vraiment ce qu'ils font, mais sincèrement. Puis voilà. Puis après, les rôles qu'on veut vraiment, moi, ça m'est déjà arrivé, évidemment, où on n'est plus que deux, ou alors je peux pas le faire parce que j'ai un autre projet en même temps, etc. Enfin, c'est déjà arrivé. Voilà, c'est plus compliqué. C'est le lot, hein. C'est le lot de la vie, et puis c'est comme ça. Voilà. Il faut essayer de pas le prendre personnellement, parce que moi, j'ai déjà été de l'autre côté aussi. Et en fait, tu te rends compte que la manière dont on choisit les comédiens, ça n'a rien à voir avec ce que le comédien imagine. C'est-à-dire que souvent, ça n'a pas vraiment de rapport avec le jeu, pas vraiment de rapport avec... c'est vraiment juste... c'est immédiat, quoi. Est-ce qu'on projette cette personne dans le personnage, et ça n'a rien à voir avec le talent du comédien. Une fois qu'on sait ça, je crois que ça relaxe un peu. Tu te dis, t'es passé de l'autre côté, est-ce que t'as été dire cast pendant un moment, c'est ça que t'es en train de dire? Non, c'est juste que j'ai participé en tant que comédienne à des tournages où du coup je donnais la réplique. Et en fait, tu vois, du coup je voyais les autres comédiens qui devaient être, qui devaient être, sélectionnés. Bien sûr, ouais. Et du coup, je faisais les journées de casting avec eux. Moi, j'ai jamais été dire cast. Je pense que c'est un métier très compliqué d'ailleurs. Je sais pas si je pourrais. Mais en tout cas, d'être de l'autre côté, même en tant que comédienne, je trouve ça hyper intéressant.
Mhm. Tu sais, Apprendre plein de choses. tu parlais de passer à l'action, tu as développé d'autres passions, tu parlais de voyage, ce qui me permet de faire la transition sur ton côté réalisatrice. Tu as réalisé un court-métrage qui s'appelait justement Le Grand Voyage. Bon, Est-ce que tu nous en parles un peu? C'était un besoin de passer derrière la caméra, tout ça? ouais, je pense que il y a eu un moment, honnêtement, où j'avais très envie de... Ah, là, excuse-moi. Vas-y. J'avais très envie de passer derrière la caméra, justement, euh, pour voir ce que ça faisait, en fait, d'être créateur d'un projet et créatrice d'un projet, Ok. plus que d'être, comment dire, de participer, c'est-à-dire vraiment d'avoir un projet du début à la fin. Ok. J'avais très envie. J'ai fait une école de cinéma aussi, l'école de Luc Besson, Oui, oui. qui s'appelait l'école de la Cité. Et Mhm. du coup, je pense que c'est ça qui m'a donné envie. Il y a eu un moment où je me disais, tiens, j'ai envie de voir ce que ça fait de créer un film de A à Z. Bon, c'est-à-dire que c'était un documentaire et que c'était avec ma grand-mère, donc c'était beaucoup plus facile. J'ai pas eu de casting à faire, etc. D'accord. Mais ouais, l'expérience du documentaire d'ailleurs était hyper intéressante de voir le réel. Puis je mêlais mes deux passions, quoi, le cinéma et puis le voyage. Et ouais, ça c'était incroyable aussi comme Oui, expérience. c'est ce que j'allais dire, d'où venait le titre Le Grand Voyage, en fait. Donc, c'est parce que tu partais ou... En gros, l'histoire, c'est non, en fait, alors donc j'ai fait cette école de cinéma et en sortant, je me suis dit tiens, j'ai envie de réaliser un court-métrage. Mhm. De 30 minutes, mais j'ai pas envie que ce soit de la fiction. Je pense que j'ai envie de me rapprocher du réel. Et comme je te disais, bah, du coup, voilà, j'aime beaucoup le voyage, j'aime beaucoup Mhm. découvrir voilà, des nouvelles cultures, des nouvelles façons de voir les choses. Et il s'avère que j'ai une grand-mère assez exceptionnelle qui, de ses 80 à 90 ans, a fait le tour du monde. Ah, À la wow. mort de mon grand-père, en gros, elle a décidé de partir. Voilà. Et donc, elle a commencé à voyager comme ça. Et son dernier voyage, euh, elle voulait justement faire donc le transsibérien, qui est Mhm. le train qui part de Russie, de Moscou, et toute la Sibérie. Et ensuite, soit on s'arrête en Russie, soit on part en Mongolie, en Chine. Mhm. Et donc, en fait, je l'ai accompagnée et je me suis dit, mais j'ai envie de parler de ces femmes, de cette génération-là, parce qu'aujourd'hui, elle a 96 ans, elle est encore en Wow. vie, il y a encore, ouais, ouais. C'est magnifique. Et j'avais envie de parler de ces femmes qui ont eu voilà, qui ont des vies euh, à une époque où il y a eu bah, des guerres, etc. Et où il y a toujours une forme de, en tout cas chez ma grand-mère, une forme de résilience et une forme d'action, quel que soit l'âge, quoi. Et quelle que soit les conditions physiques, parce qu'elle était, elle a des problèmes aux jambes, etc. Mhm. Et donc voilà. Donc ça parle de ça. Ça parle de la transmission entre une grand-mère et une petite fille, de la transmission avec d'autres cultures, parce qu'on rencontre d'autres femmes de sa génération dans tous les pays dans lesquels on voyage. Et puis, voilà. C'était le partage de cette même passion autour Mhm. du voyage et avec ma grand-mère. Et on a fait ce documentaire qui a pas mal marché en tant que court-métrage, d'ailleurs. J'étais assez D'accord. contente. Et voilà. Mais voilà, c'était une expérience. Ça m'a pas donné envie de faire d'autres documentaires par la suite, mais en tout cas, c'était une expérience que j'avais vraiment envie de faire, tu vois, en tant que réalisatrice. Ça t'a pas donné envie de faire d'autres documentaires à la suite, mais est-ce que ça te donne envie, toi, de... Parce que tu parlais que d'écriture, est-ce que tu te vois Ouais. réaliser d'autres projets? Bah, là, oui. Alors, enfin, actuellement, je suis en train de faire un projet de podcast, justement, enfin, de Ok, série audio fiction. super. Donc, pour le coup, c'est une histoire inspirée d'une histoire vraie et de plusieurs autres histoires vraies, mais d'une histoire personnelle Mhm. où c'est une histoire de procédure judiciaire. Euh, et là, on est en train de l'enregistrer, donc j'ai mis 3 ans à l'écrire, à le coécrire avec ma co-autrice Chloé Kobuta. Et là, on est en train de finir d'enregistrer. Ensuite, on a toute la post-production, etc. Et ça, c'est aussi une nouvelle aventure parce que pour le coup, le podcast, c'est un autre univers. Bien C'est sûr, ouais. uniquement l'audio. C'est ça. Euh, moi qui suis complètement habituée à la caméra, à l'image, etc. et à penser comme ça, du coup, forcément, là, il fallait tout retranscrire. Mhm. Et, et voilà, et ce projet-là, il s'avère que je fais la voix principale, la voix de narration, etc. parce que c'est une histoire personnelle, Mhm. mais c'est vrai que je me suis dit, je sais pas si en fait, je me définis en tant qu'actrice parce que je sais que c'est ma passion depuis que j'ai 8 ans et c'est ce que je fais et je pourrais jouer
à n'importe quel rôle dans le sens, mais j'aurais toujours du plaisir à jouer. Mhm. Je pense que réalisatrice, c'est autre chose. Et je sais pas si je pourrais devenir réalisatrice, mais je pourrais réaliser quelques projets, tu vois. Mhm. Je pense que le documentaire, c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur et j'avais vraiment envie de le faire. Là, ce podcast, ça me tient vraiment à cœur, j'ai vraiment envie de le faire. Mais tu vois, par exemple, après, là, pour le moment, j'ai pas d'autres idées que j'aimerais développer. Donc, je sais pas si je peux me définir en tant que réalisatrice, mais plus, c'est plus fastidieux. Tu vois, il y a un truc plus, oula, il faut raconter une histoire, il faut la développer, etc. Donc, mais j'espère qu'un jour, je réaliserai un film avec plaisir. Mais pour le moment, là, ce projet, ça me tient énormément à cœur, mais c'est vrai que je me vois plus en tant qu'actrice, quoi. Pour le coup. J'aime bien ce que tu dis, cette dualité un peu avec ton côté actrice et réalisatrice. Quel genre d'actrice t'es toi à diriger en fait? Parce que d'ailleurs tu parlais de Blandine Lenoir, c'était agréable de travailler avec quelqu'un qui était comédienne à la fois réalisatrice. Alors comment on te dirige toi sur un plateau? Ah, c'est une bonne question. J'allais dire que justement j'étais plutôt parce que tu sais souvent on dit soit t'es diesel, soit t'es je sais plus, mais en gros soit c'est dès les premières prises que t'es c'est plutôt des personnalités spontanées, etc. Ou alors t'as des personnes qui ont besoin de plusieurs prises, etc. Pour se chauffer un peu. Moi je sais que j'aime qu'on laisse un peu, c'est ce que je disais avec Julien Abraham, c'est vrai que j'ai trouvé ça génial en fait le fait de, une fois qu'on a fait la scène telle qu'elle était, vraiment de pouvoir improviser, de pouvoir laisser le libre cours à la spontanéité, à ce qui peut arriver sur le présent, un peu comme au théâtre. On répète, et puis après, une fois qu'on est sur scène, en fait, ce qui arrive. Il y a des moments où tu as trop de mémoire, des moments il manque un accessoire, etc., etc. Et en fait, tu dois jouer avec le réel et le présent. En tournage, on a plutôt tendance à couper. Donc, en fait, dès qu'on ouvre le texte, on coupe. Dès qu'il manque un accessoire, on coupe. Donc, en fait, il faut recréer cette spontanéité-là qu'on peut avoir au théâtre. Donc, je sais que moi, j'aime beaucoup qu'on me permette ça. Qu'on me permette d'être au plus proche possible du réel, du documentaire. Et c'est ce que je trouve le plus beau, quoi. Et puis avec des mots simples. Il y a des réalisateurs ou des réalisatrices qui commencent à partir dans des... dans des débats ou dans des explications. Et je me dis, non, mais en fait, tu veux juste que je sois triste, ou tu veux juste que je sois en colère, ou tu veux juste que... Et après, on peut mettre des nuances, mais parlons simplement des choses. Voilà. D'accord. Maintenant, j'aimerais qu'on parle du rôle et de l'influence de la musique un peu dans ta carrière, parce que tu as une formation musicale. Est-ce que tu nous parles un peu comment ça influence ton travail d'actrice, tout ça? Ah, c'est intéressant. Tu vois, c'est marrant, on m'a jamais posé cette question et je trouve que je me la suis jamais posée, mais en fait, je pense qu'il y a une vraie influence. Oui, j'ai fait du violoncelle au conservatoire pendant 8 ans et je pense que ce que ça m'a apporté, là, spontanément, je dirais une forme de rigueur, de routine, de rigueur. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup les exercices, les routines je sais pas, d'articulation, en fait, de prendre soin de son instrument comme un instrumentiste fait ses gammes tous les jours. Et moi, par exemple, je vois le théâtre comme ça. Le fait de jouer au théâtre fait que on continue à travailler son instrument. Et après, la musique, je pense que ça, je m'en rends compte, par exemple, là, par rapport au podcast, c'est que il y a le jeu et il faut que ça soit organique et il faut qu'on y croit pour le faire croire aux spectateurs et il faut que ce soit ressenti. Mais c'est aussi important d'avoir conscience, en fait, de la musique. Parfois, on peut avoir une musique de manière de parler qui correspond pas et qui est un peu qui fait des vagues ou qui va pas. Et je trouve que quand on est musicien, on l'entend, en fait. On entend qu'on monte à la fin des phrases, on entend qu'on descend. Quand on dit putain, faut fermer le sens, on comprend ce que ça veut dire. Et je trouve que ça aide. Ça aide beaucoup. Le rythme aussi, le rythme d'une scène, accélérer, ralentir, avoir conscience à quel moment il faut faire un effet, notamment dans la comédie, à quel moment il faut mettre un petit silence, etc. Et je pense que ça, c'est vrai que ça peut aider.
quand on a une notion de la musique, en tout cas, je dis pas qu'il faut être musicien, mais Bien sûr, une ouais. notion musicale, ouais, je pense que ça peut aider dans le jeu, complètement. Et dans les langues aussi. Ah oui, j'y avais même pas pensé, mais oui, complètement. Bah oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que ça doit aider, tu vois, je m'y étais même Ouais, pas, ouais, pour l'anglais, surtout, ça même aide comme pas, ça te permet d'avoir la musicalité, etc. et tout, en fait. complètement, bah ouais, complètement, bah oui, évidemment, en fait, bien sûr. Maintenant, si on parlait un peu de l'entraînement physique, parce que quand on est acteur, actrice, tout ça, c'est notre corps, c'est un peu notre outil de travail. Comment toi Ouais. tu fais en fait pour te maintenir quand tu as des rôles qui sont assez exigeants physiquement et tout? Eh ben, alors déjà, moi, j'aime beaucoup le sport. Ok. Donc, c'est vrai que j'aime principalement courir et faire de la boxe Mhm. française. Voilà, c'est mes deux sports fétiches. Ok. Donc ça, je le fais régulièrement. Et puis, je trouve que c'est important aussi pour même se préserver mentalement. Mhm. Je trouve que, enfin, voilà, c'est une hygiène de vie. Et après, ben, j'ai pas encore eu vraiment de rôle de sportive, enfin, qui m'ont demandé une préparation physique et j'adorerais d'ailleurs. D'accord. Euh, Tu vois, par exemple, j'adorerais ouais, jouer une boxeuse ou une personne qui fait des combats, etc. Ou même, tu vois, d'avoir besoin de faire des cascades ou quoi. Mhm. J'adorerais. Et ça, je l'ai pas encore fait. Mais Ok. j'aimerais beaucoup avoir ce temps de préparation avant. Ça m'intéresse. On lance un appel. On lance un appel, c'est ça. On lance un appel. Et si on parlait maintenant un peu de ta motivation et inspiration, qu'est-ce qui te motive toi à vouloir toujours continuer à être actrice du jour au jour? Ah, ça, c'est une bonne question aussi. En fait, je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense que déjà, il y a le fait que, comme j'ai commencé très jeune, Mhm. euh, je crois que c'est aussi différent quand on commence enfant et quand on commence adulte. Parce que justement, c'est comme, moi j'ai un frère qui est musicien, Mhm. qui fait du piano et de la composition, et qui a commencé pareil, le piano à 6 ans. Et je pense que c'est difficile de s'envisager sans cette activité-là, parce qu'on a grandi avec. Et moi, je Mhm. sens que j'ai grandi avec le jeu, j'ai grandi avec les cours de théâtre, j'ai grandi avec les tournages, j'ai grandi avec ce milieu, etc. Donc, je pense qu'il y a ça, il y a le fait de ne pas se poser de questions. Le fait de me dire, ce que je disais au début, c'est que oui, il y a des hauts et des bas, il y a des Mhm. moments, il y a des clapotis, il y a des tempêtes, il y a tout ça. Mais ça fait partie du jeu, en fait. Ça fait partie de tout ça. Mhm. Et puis bon, dans d'autres carrières, ça existe aussi. Donc je pense qu'il y a ça. Je pense qu'il y a la passion qui reste intrinsèque et là. Et pourtant, je l'ai questionné. Hein. Je me suis déjà posé la question. Je me suis déjà dit, tiens, est-ce que ça m'intéresse toujours? Est-ce que d'autres choses m'intéresseraient, etc. Et en fait, ça a toujours été là. C'est comme une sorte de longue histoire d'amour où en fait, bah oui, il y a des moments où au début, c'est la passion. Bien sûr, Après, ouais. bon, c'est un peu le calme de là. Après, bon, on a envie de la quitter. Puis finalement, on retombe amoureux. Puis Mhm. finalement, on a des nouvelles expériences. Mais c'est un peu ça. C'est qu'en fait, je me vois pas faire autre chose, quoi. Vraiment. Et enfin, je pourrais faire autre chose. Et évidemment enfin, même pour des raisons financières, des raisons Mhm. enfin, il y a toujours des moments où s'il se passe quoi que ce soit, bien sûr. Mais en tout cas, si je pense vraiment à la passion et à ce qui me meut, j'aime trop le cinéma, j'aime trop le théâtre, j'aime trop lire des textes, j'aime trop Mhm. interpréter, j'aime trop voir les gens interpréter. Enfin, ça me passionne, quoi. Ouais. J'adore. Et Tu sais, on est là pour ça, quoi. bah ouais, non, non, c'est clair. C'est quand on a la chance de pouvoir faire ça. Mhm. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais un peu de la différence entre le théâtre et le cinéma, le fait de jouer live, tu sais, la performance, etc. Comment toi tu fais pour la gestion de stress liée à la pression qui peut être des auditions ou d'être peut-être live au théâtre? C'est juste ce moment avant de monter sur les planches, en fait. Alors, c'est drôle parce que j'y réfléchissais. Là, j'ai aussi la chance de jouer dans une pièce donc dans Edmond d'Alexis Énorme, Michalik. ouais. Mhm. Et depuis pas mal d'années. Et bon, ça, franchement, je pense que ça m'arrivera qu'une seule fois dans la vie parce que c'est très rare. Là, c'est-à-dire que ça fait 6 ans qu'on joue cette pièce. Bon, moi, en l'occurrence, on est maintenant plusieurs sur le rôle, etc. Et je joue un petit peu moins, mais en tout cas, on l'a joué pendant très longtemps. Euh, et donc, on en parle
parlais avec mes amis comédiens de cette pièce et on se disait c'est fou parce que là, on monte sur scène, il y a plus de 800 personnes, il n'y aura pas le track. Ah ouais. Et oui, mais ça n'arrivera plus jamais, je pense, parce que moi, en plus, j'ai le track, mais en 2 secondes, je suis quelqu'un de très, très traqueux, j'ai très peur, souvent, je peux angoisser en 2 secondes, etc. Et là, c'est vrai que c'est dingue d'arriver à un tel point de connaissance de la pièce, de connaissance des partenaires, d'avoir déjà eu des trous de mémoire, d'avoir déjà eu des moments où on oublie tout, etc. Donc, en fait, d'être déjà passé par toutes les angoisses qu'on peut avoir et de se dire, bon, en fait, ça c'est fait, c'est bien passé. Et ben, ce truc-là qui se passe après, de détente totale et d'avoir juste envie de jouer et de donner aux spectateurs, fait que je me suis dit, bon, là, ça n'arrivera qu'une seule fois dans la vie, mais j'espère que je ferai d'autres pièces de théâtre et d'autres films et d'autres choses. Et oui, il va falloir que je réussisse à gérer ce stress. Et en fait, je me suis dit, bon, là, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi je suis pas stressée du tout? Et ce que j'ai découvert, c'est vraiment, déjà, le fait d'avoir... Moi, ce qui me stresse particulièrement, c'est vraiment le trou de mémoire, notamment au théâtre. Et donc, je me suis dit, j'ai déjà eu des trous de mémoire et ça s'est bien passé. Donc, de me répéter ça et de me dire, la prochaine pièce, pas grave, j'aurai peut-être un trou de mémoire et ça se passera bien, ou ça se passera pas bien, mais ça se passera. Donc ça, et aussi de jamais perdre de vue que le but, c'est de faire plaisir aux spectateurs. Et j'ai l'impression que quand on a le track, c'est qu'on est hyper centré sur nous. On se dit, oh là là, je vais mal jouer. Et en fait, j'ai l'impression que si on arrive à un peu, alors c'est facile à dire, mais en tout cas, là, ce que je ressens quand j'ai mal le track, c'est de dire, en fait, je suis là pour eux. Eux, ils ont payé une place, ils sortent du resto, peut-être que c'est leur sortie du mois ou même peut-être de l'année, peut-être qu'ils sont jamais venus au théâtre. Et en fait, quand on pense, je trouve, aux spectateurs ou aux autres, déjà, on est un peu plus détendu parce qu'on se dit, en fait, il faut qu'on leur fasse plaisir à eux, quoi. Et pas forcément, voilà. Et puis après, des trucs très techniques, par exemple, respirer dans le ventre. Voilà, faire de longues respirations dans le ventre. Dire qu'on est là pour s'amuser, qu'on n'est pas là pour sauver des vies. En fait, je veux dire, il y a des gens qui sauvent des vies. Non, pas nous, ouais. On doit se dire, bon, on a de la chance de faire un métier qui est plutôt amusant. On va pas mettre trop d'enjeux non plus, quoi. C'est-à-dire qu'on est là pour s'amuser. Et puis, bon, peut-être il y aura des couacs, des trucs, peut-être qu'on sera pas bon. C'est pas grave, en fait. Voilà. De dédramatiser et de se dire, on n'est pas en train de... Ouais, on n'est pas urgentiste, quoi. Ça va. Non, c'est clair. On est juste là pour divertir. Non, ça va le faire. Ça va le faire. Voilà, de se répéter ça, je pense. Ça dépend. C'est clair. Là, on arrive dans la partie de l'émission où on parle promotion, en fait. Donc, si tu peux nous raconter ce qui se passe dans ta vie professionnelle, est-ce qu'on peut nous voir bientôt quelque part, etc. Oui, bien sûr. Alors, du coup, il y a eu cette fameuse dernière saison des Bracelets Rouges qui a été diffusée là. Il y a eu, j'ai participé, j'ai un rôle secondaire, mais j'ai participé à la série 93 bébés d'Abdelmani. Oui, avec Wallen, ouais. Exactement, écrit par Wallen, c'est ouais. Et voilà, il y a ce podcast là du coup que je suis en train d'enregistrer qui sortira probablement à la rentrée, donc après l'été, après les JO. Et puis il y a toujours donc pour le moment là on est en pause, mais il y a toujours donc Edmond au théâtre du Palais Royal à Paris qui s'arrête le 15 juin, qui reprend en octobre, parce que là il y a quand même une petite période où il y aura les JO. C'est ça, oui, tout le monde s'arrête un peu, oui, c'est ça. Ouais. Tout est un peu en pause, etc. Mais tout reprend à la rentrée, donc le podcast et la pièce de théâtre Edmond. C'est des choses sûres. Il y a d'autres choses où on verra. On peut rien dire. Le fameux, on verra. Ouais, on peut rien dire. Non, mais en tout cas, voilà, les choses sûres, c'est ça. D'accord. Et maintenant, on arrive aussi dans la partie tips, c'est-à-dire c'est la partie où on donne des conseils en fait. Quel genre de conseils tu donnerais à des jeunes qui débutent dans l'industrie et qui rêvent peut-être d'avoir une carrière à la Juliette? À la Juliette. Alors, conseil de base, déjà, je pense que c'est vrai que prendre des cours de théâtre, c'est pas mal, mais c'est pas forcément pour la formation théâtrale, c'est plus pour les rencontres, je pense. Évidemment que c'est important d'apprendre à bien lire un texte, d'articuler, de lire des textes de base, etc. Mais en fait, c'est surtout... Moi, je crois beaucoup à ce métier. Je pense que c'est surtout des rencontres. Et de
de rencontrer les gens qui nous font vibrer, avec qui on a envie de faire des projets, qui ont envie de faire des projets avec nous, et rencontrer les bonnes personnes, c'est hyper important, je pense. Pour ça, c'était vraiment le tips numéro 1. Le deuxième que je trouve important, c'est de pas être poli, de pas être bien éduqué, de pas être... c'est-à-dire que je trouve que c'est important parce que justement dans ces cours de théâtre, parce que on nous apprend à bien lire les textes, à bien dire et voilà la bonne manière de jouer, la bonne manière de faire, etc. Je dis pas que c'est impoli avec les gens, hein. Non, c'est plus, évidemment, faut arriver à l'heure, etc. Faut être, je pense que ça, c'est le troisième type, c'est être hyper rigoureux et hyper, justement, respectueux des gens avec qui on travaille, être à l'heure, avoir une routine, une hygiène de vie, etc. Mais je pense que le deuxième type, c'est hyper important, et moi, j'essaie de me le répéter, c'est de pas être une bonne élève, de pas être un bon élève. C'est-à-dire d'arriver, et la personne qui fera la différence, et je l'ai vu, encore une fois, moi, quand j'étais de l'autre côté et que je voyais des gens qui rentraient, c'est les gens qui vont s'emparer du texte et qui vont soit jouer d'une manière complètement différente, soit apporter de leur vécu, soit improviser autour du texte, soit d'être tellement sincères que en fait ils sont complètement à découvert et à nu. Enfin, d'essayer de pas être un bon élève, d'enlever, et ça on l'a rabâché à l'école avec les poésies qu'il fallait apprendre par cœur et tout ça, d'enlever ce côté oh là là, je suis devant tout le monde, il faut que je fasse bien, il faut que ça soit bien fait, etc. Alors, ce truc où on en voit tout péter, quoi. Bon, voilà. Audacieux un peu, tu veux dire, l'audace? Ouais, l'audace, tu vois, je pensais à, là, en ce moment, la personne qui représente ça, je trouve que c'est Raphaël Quenard. Bien sûr, ouais. Mais parce que là, c'est un peu l'archétype, ça. Mais en fait, je me dis, non, mais même son discours au César et tout ça, en fait, je vois, je trouve que c'est rafraîchissant. Et en fait, on a besoin de ça, on a besoin de spontanéité et tout ça. Et je pense que le quatrième tips, c'est pas vraiment un tips, mais c'est aussi d'avoir conscience de ça. Je pense que quand on débute, on peut avoir tendance à dire ouais, mais je débute, je connais personne, je suis nulle, etc. Non, faut se dire aussi que c'est une grande force et qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent justement des gens qui débutent parce qu'ils sont frais, spontanés. Justement, quand on débute dans quelque chose, n'importe quoi. Moi, je vois quand j'ai débuté dans la boxe, j'ai pas un bon niveau, mais quand j'ai commencé, en fait, j'avais tellement envie, j'avais tellement peur de rien. J'avais pas peur de me prendre des coups, etc. Qu'il y a un truc, il y a une sorte d'énergie, quoi, qui est différente de quand justement on s'est pris plein de pain, on a raté des combats, etc. On y va moins, enfin mentalement c'est plus compliqué, etc. Je pense qu'il faut, quand on débute, il faut garder ça en tête que on débute, certes, mais en même temps on est tout frais et on est spontané et il faut y aller justement avec la conviction et la passion comme encore une fois comme une histoire d'amour c'est notre première histoire d'amour, quoi, donc faut y aller. Et je pense que ça aide beaucoup, ça, et c'est très recherché. Donc, faut avoir conscience aussi de la valeur qu'on a. C'est un très bon conseil, ça. Super. Ouais. Merci beaucoup en tout cas, Juliette. C'était un plaisir de discuter avec toi, d'apprendre pas mal de choses sur ton parcours. C'était tellement agréable. Je te dis merci, on te rappelle? Oui, merci, rappelez-moi. À bientôt, Juliette. Ciao, ciao. Merci beaucoup, merci.